Le soleil se couchait lentement sur Paris, enveloppant les toits de la ville d'un éclat doré avant de disparaître derrière la Seine. Dans la tour de verre de Lefebvre Industries, tout était silencieux. Les bureaux vides reflétaient la lueur froide des néons, sauf au dernier étage, où un léger grincement de serpillière résonnait. Clara Lefebvre, jeune PDG reconnue pour sa rigueur et son contrôle absolu, se tenait près de la fenêtre de son bureau, une tasse de café froid entre les mains. Elle observait le reflet d'un homme dans le couloir. Julien Moreau, le concierge de nuit. Grand, les épaules fatiguées, les gestes précis, il travaillait avec une concentration presque solennelle. Clara l'avait remarqué depuis un moment. Chaque soir, il restait un peu plus longtemps que les autres. Toujours seul. Et, à chaque fin de service, il quittait le bâtiment avec une vieille sacoche en cuir usé. Ce détail aurait pu sembler anodin à n'importe qui, mais pas à Clara. Ces dernières semaines, le conseil d'administration avait évoqué des fuites d'informations confidentielles. Dans son univers, la confiance était un luxe et la trahison une monnaie courante. Alors, quand elle vit Julien disparaître encore une fois dans la cage d'escalier, son instinct s'éveilla. Elle enfila son manteau, éteignit la lumière et le suivit. Ses talons claquaient à peine contre le béton tandis qu'une étrange adrénaline la poussait à descendre. Qui est-il vraiment ? Pensa-t-elle. Et que transporte-t-il chaque soir dans cette sacoche ? Dehors, la ville vibrait. Les enseignes brillaient, les taxis klaxonnaient, la Seine reflétait les lumières de la nuit. Julien marchait vite, d'un pas régulier, traversant les rues comme s'il connaissait par cœur chaque raccourci. Clara gardait ses distances, le souffle court, jusqu'à ce qu'il s'arrête devant un petit bistrot de quartier, aux volets bleus et à la lumière chaude. Elle s'approcha lentement, le cœur battant. Par la vitre embuée, elle distingua une fillette assise à une table du fond. Elle devait avoir 7 ou 8 ans, les cheveux en bataille, un petit lapin en peluche posé à côté de ses cahiers d'école. Et là, Clara comprit. Julien s'assit à côté de la petite, un sourire tendre éclairant son visage. Il sortit de sa sacoche non pas des dossiers secrets, mais des crayons, des feuilles et une pomme soigneusement emballée. Il posa une main douce sur la tête de l'enfant. « Allez, ma puce, montre-moi cette addition. » Clara resta figée sur le trottoir, le souffle suspendu. Ce n'était pas un espion. Ce n'était pas un menteur. C'était un père. Un homme usé par la vie mais qui trouvait encore la force de sourire à sa fille après une longue journée. Elle sentit quelque chose se fissurer en elle, un mur qu'elle ne savait même plus avoir construit. Depuis des années, sa vie n'était qu'ordre, performance et solitude. Mais à cet instant, sous la lumière tremblante du bistrot, elle vit une vérité bien plus puissante que toutes les réunions de conseil, le courage silencieux d'un père qui aime. Le lendemain matin, Clara ne parvenait pas à chasser cette image de son esprit. Julien, penché sur les devoirs de sa fille, lui tenant la main comme si c'était son trésor le plus précieux. Elle tenta de se concentrer sur son agenda, ses investisseurs, ses graphiques, mais son esprit revenait toujours à ce petit bistrot, à cette scène simple et bouleversante. En arrivant au siège, elle le vit à nouveau, balayant le hall avec soin, invisible aux yeux de tous. Elle s'arrêta, hésitante. Combien de fois était-elle passée devant lui sans le voir vraiment ? Ce soir-là, elle resta plus tard que d'habitude. Quand le bâtiment fut presque vide, elle s'approcha de lui, la voix basse. « Vous êtes parti tard, hier soir. » Julien releva la tête, méfiant. « Oui, j'avais un endroit où aller. » Clara soutint son regard, puis murmura. « Le bistrot. La petite fille. C'est votre fille, n'est-ce pas ?» Un long silence. Puis, d'une voix calme. « Elle s'appelle Élodie. » Et à cet instant, quelque chose changea pour toujours entre eux. Clara resta immobile, les mots durs et froids qu'elle avait préparés se dissolvant dans sa gorge. Élodie. Le prénom vibrait encore dans l'air, fragile et doux, comme si le dire à voix haute lui donnait une existence plus réelle. Pourquoi l'emmener chaque soir là-bas ? Demanda-t-elle enfin. Julien posa son seau et s'essuya les mains sur un chiffon. Son regard n'était pas celui d'un homme coupable, mais d'un père qui portait une vérité trop lourde. Parce que je n'ai pas les moyens de payer une garde, répondit-il calmement. Il marqua une pause, comme pour vérifier qu'elle ne se moquerait pas. La patronne du bistrot est une vieille amie de ma mère. Elle laisse Élodie faire ses devoirs dans un coin, lui offre un chocolat chaud. Et moi, je travaille sans craindre qu'elle soit seule. Clara sentit un nœud se former dans sa poitrine. Elle, qui signait des contrats à 7 chiffres sans trembler, se retrouvait incapable de dire un mot face à la simplicité désarmante de cet aveu. « Vous ne dormez presque pas, murmura-t-elle. Julien esquissa un sourire fatigué. Dormir, c'est pour ceux qui n'ont plus rien à protéger. Il reprit son travail, passant la serpillière avec la même précision qu'un pianiste sur ses touches. Clara le regarda longuement. Dans le reflet du sol brillant, elle ne vit pas un employé ordinaire. Elle vit un homme qui se battait chaque jour pour sauver ce qu'il aimait, sans jamais se plaindre, sans jamais attendre qu'on le voie. Cette nuit-là, alors qu'elle regagnait son appartement du 6e arrondissement, l'écho de ses pas résonnait dans le vide de son salon. Sur la table, ses dossiers attendaient.
Les chiffres, les bénéfices, les parts de marché, tout semblait soudain si creux. Elle posa son verre, prit une profonde inspiration. Quand avais-je oublié que le travail devait servir quelque chose de plus grand que moi? Le lendemain, la pluie tombait sur Paris comme un rideau de verre. Clara arriva tôt, avant même le lever du jour. Elle voulait le croiser. Mais Julien n'était pas là. Une inquiétude qu'elle ne se connaissait pas la saisit. Elle interrogea la réception, les agents de sécurité, personne ne l'avait vu. Ce n'est qu'à la tombée de la nuit qu'elle le retrouva. Pas dans le hall, mais dehors, sous l'auvent du parking. Il était assis sur un banc, tenant sa fille endormie dans ses bras. Élodie grelottait sous un vieux pull trop fin. Ses petites joues étaient brûlantes, et sa respiration courte. Clara s'approcha lentement, le cœur serré. Julien. Il leva la tête. Ses yeux étaient cernés, rouges de fatigue, mais toujours dignes. Elle a attrapé froid, dit-il d'une voix rauque. J'ai essayé de la garder à la maison, mais je ne peux pas manquer un autre service. On a besoin de chaque centime. Clara sentit un poids s'écraser dans sa poitrine. Elle se pencha, posa doucement sa main sur le front brûlant de l'enfant. Elle fait de la fièvre, murmura-t-elle. Elle doit aller à l'hôpital. Julien détourna le regard. Je ne peux pas. Les urgences coûtent trop cher, et si je perds ce poste, on n'aura plus rien. Les mots sortirent de sa bouche avant même qu'elle ne les pense. Venez avec moi. Julien releva la tête, surpris. Pardon? J'ai une voiture juste là. Vous n'allez pas passer la nuit dehors avec une enfant malade. Il resta silencieux, cherchant dans son visage une arrière-pensée, une pitié. Mais il n'y vit rien de tout cela. Seulement une détermination calme, presque tendre. Quelques minutes plus tard, ils montèrent dans la berline noire qui attendait près du trottoir. Clara serra les doigts d'Élodie, qui délirait doucement, murmurant des mots sans suite. « Tiens bon, ma puce, chuchota-t-elle. Tu es en sécurité maintenant. » À l'hôpital Saint-Antoine, les néons éclairaient les visages fatigués. Julien, blême, s'assit au chevet de sa fille. Ses mains ne quittèrent jamais les siennes. Clara resta debout, les bras croisés, incapable de détourner le regard. Elle, la femme de pouvoir, découvrait pour la première fois ce qu'était la vraie force. Ce n'était pas celle des chiffres ou des contrats. C'était celle d'un homme qui ne lâchait jamais la main de son enfant. Quand le médecin revint, le verdict tomba enfin. Ce n'est qu'une forte infection, rassura-t-il. Elle a besoin de repos et de médicaments. Julien hocha la tête, soulagé, tandis que Clara sentit sa gorge se serrer. Pour la première fois depuis longtemps, elle pria silencieusement que tout aille bien. L'horloge de l'hôpital indiquait minuit passé. Le couloir sentait le désinfectant et le café tiède. Clara n'avait pas bougé depuis des heures. À travers la vitre, elle observait Julien, endormi sur une chaise, la tête penchée contre le bord du lit d'Élodie. La main du père reposait dans celle de l'enfant, et ce simple geste suffisait à raconter toute une vie faite de fatigue, de renoncement, mais aussi d'un amour immense. Clara, elle, se sentit minuscule. Dans sa carrière, elle avait négocié des contrats internationaux, conquis des marchés, impressionné des actionnaires. Mais jamais elle n'avait ressenti une émotion aussi brute, aussi vraie, que celle qui vibrait dans cette chambre. Vers 2 heures du matin, Julien se réveilla en sursaut. Il vit Clara assise à côté, les bras croisés, le regard posé sur Élodie. « Vous êtes encore là » demanda-t-il, la voix rauque. « Vous pensiez vraiment que j'allais partir » répondit-elle doucement. Il voulut protester, mais les mots restèrent coincés. Clara soupira, puis ajouta avec un sourire léger. « Vous devriez dormir un peu. Je veille. » Julien la fixa longuement, comme s'il voyait en elle quelque chose de nouveau, d'inattendu. « Ce n'est pas votre monde, cet endroit. Vous n'avez rien à faire ici. » Peut-être que si, murmura-t-elle. Peut-être que j'ai juste oublié ce qui comptait vraiment. Le silence retomba. Dehors, la pluie tapait doucement contre les vitres. Le souffle d'Élodie s'apaisa, et le calme s'installa. Le lendemain matin, la lumière grise de Paris filtrait à travers les rideaux. Clara avait fini par s'assoupir sur le fauteuil. Elle se réveilla quand une voix claire appela. « Mademoiselle ? Vous dormiez ?» Élodie était éveillée. Ses joues avaient repris des couleurs, et ses grands yeux curieux la fixaient avec un mélange d'étonnement et de gratitude. « Bonjour, princesse, » dit Clara avec un sourire sincère. « Tu nous as fait peur hier soir. Papa dit que vous nous avez aidés. Merci. » Clara sentit une chaleur étrange envahir sa poitrine. « C'est normal. Tu es courageuse, tu sais ?» L'enfant hocha la tête, fier, avant de replonger dans les bras de son père. Julien la couvrit d'un regard tendre, puis se tourna vers Clara. « Je ne saurai jamais comment vous remercier. » En me promettant une chose, répondit-elle. « Laquelle ? Continuez à vous battre pour elle. Ne laissez personne vous faire croire que ce n'est pas assez. » Julien baissa les yeux. « Parfois, j'ai l'impression d'échouer tous les jours. »« Vous n'échouez pas, » dit-elle fermement. « Vous aimez. Et c'est déjà beaucoup plus que la plupart des gens que je connais. » Il resta silencieux, touché. Plus tard, à la sortie de l'hôpital, le ciel s'était éclairci.
Julien serra Élodie contre lui et s'apprêta à lui dire au revoir. Merci encore, Madame Moreau. Clara hésita. Elle aurait dû partir, retourner à son bureau, enfiler de nouveau son masque de directrice. Mais quelque chose la retint. Julien, attendez, lança-t-elle. Il se retourna, surpris. Si vous acceptez, j'aimerais vous inviter à déjeuner. Pas comme patronne et employé. Juste, comme deux personnes qui se doivent un repas après une longue nuit. Il voulut refuser par réflexe, par pudeur, mais le regard sincère qu'elle lui lança le désarma. D'accord, dit-il simplement. Le petit restaurant se trouvait près du canal Saint-Martin. Rien de luxueux, une terrasse couverte, des tables en bois, des arômes de café et de pain grillé. Clara, d'ordinaire crispée et distante, se surprit à rire. À parler sans agenda, sans filtre. Julien lui raconta comment il avait tout quitté après la naissance d'Élodie, comment il réparait des choses la journée et nettoyait des bureaux la nuit. Je voulais qu'elle ait une vie stable, expliqua-t-il. Pas forcément riche, mais tranquille. Vous auriez pu être ingénieur, dit-elle. Peut-être. Mais j'ai préféré être père. Cette phrase la frappa de plein fouet. Elle, qui n'avait jamais eu le temps d'aimer, réalisa soudain à quel point elle était passée à côté de l'essentiel. Ils restèrent longtemps à discuter. Leurs univers semblaient opposés, mais à mesure que les mots coulaient, les murs entre eux se fissuraient. Quand ils sortirent du café, la lumière de l'après-midi baignait les pavés d'une lueur dorée. Julien remit sa casquette, Élodie trottinant à côté. « Merci pour le repas, dit-il. »« Merci pour la leçon, répondit-elle doucement. Il fronça les sourcils. « Quelle leçon ? Celle qu'aucune école de commerce ne m'aurait apprise, le vrai succès, c'est de savoir aimer sans calcul. » Leurs regards se croisèrent, et pour la première fois, Clara sentit qu'elle respirait vraiment. Les jours qui suivirent, Clara Moreau ne fut plus la même. Dans les réunions, ses associés remarquèrent un léger changement. Son ton restait ferme, ses décisions toujours précises, mais son regard semblait ailleurs à plus doux, plus humain. Personne ne savait qu'à chaque pause, elle pensait à un homme en bleu de travail et à la petite fille qui dessinait des lapins dans un carnet froissé. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les toits de Paris, Clara resta seule dans son bureau. Devant elle, des dossiers s'entassaient de contrats, chiffres, acquisitions. Mais ses yeux dérivèrent vers un coin de son bureau où reposait un dessin. C'était Élodie qui le lui avait offert en partant de l'hôpital, un soleil, une maison, 3 silhouettes se tenant la main. Sous le dessin, en lettres maladroites, « Merci, Madame Clara ». Un sourire lui échappa malgré elle. Ce simple bout de papier valait plus que toutes les signatures de ses contrats. Alors, sur un élan qu'elle n'aurait jamais imaginé, elle décrocha son téléphone. « Laurent ?» dit-elle à son directeur des ressources humaines. « Oui, Madame la directrice ? J'aimerais qu'on révise la fiche de poste de Julien Duret. » Le concierge ? Oui. Voyez s'il y a une possibilité d'évolution. Il a des compétences d'ingénierie, et je ne veux pas qu'elles se perdent. C'est inhabituel, madame. Faites-le. Et gardez cela entre nous. Elle raccrocha avant qu'il ne pose d'autres questions. Le lendemain, Julien arriva au travail sans se douter de rien. Il croisa Clara dans le hall, la salua poliment, comme toujours. Mais elle, cette fois, prit le temps de répondre, un vrai sourire aux lèvres. « Comment va Élodie ? » « Mieux, merci. Elle retourne à l'école demain. Elle parle encore de vous, vous savez. » « Vraiment ? » ?»« Oui. Elle a dit que vous étiez comme une fée avec une voiture qui sent le café. » Clara éclata d'un rire qu'elle n'avait pas laissé sortir depuis des années. C'est un très beau compliment. Ce jour-là, elle passa plus de temps dans les étages bas du bâtiment que dans son bureau vitré. Elle observa discrètement Julien à l'œuvre, attentif, précis, toujours prêt à aider les autres sans chercher la moindre reconnaissance. Il réparait un ascenseur défectueux, les manches retroussées, le front perlé de sueur. Il semblait ne pas remarquer qu'elle le regardait. Et pourtant, pour Clara, c'était comme voir un miracle simple, la noblesse dans la modestie. Plus tard, elle rentra chez elle, mais son grand appartement lui sembla vide. Elle fit couler un verre de vin, s'assit sur le canapé, et alluma la télévision sans écouter. Ses pensées restaient ailleurs. Elle se surprit à se demander, à quand remonte la dernière fois que j'ai ri comme Élodie ? Ou même, la dernière fois qu'on m'a regardé comme Julien regardait sa fille, avec autant de tendresse ? La solitude, qu'elle avait longtemps appelée indépendance, lui pesa soudain d'un poids terrible. Quelques jours plus tard, Julien fut convoqué dans le bureau du DRH. Il entra, méfiant. « Monsieur Duret, dit le directeur, nous avons revu votre dossier. Vous avez des diplômes d'ingénierie ? Oui, mais c'était il y a longtemps. La direction souhaite vous proposer un nouveau poste. Responsable technique adjoint. Salaire révisé, horaire plus stable. » Julien resta muet, incapable de parler. « Mais, pourquoi moi ? Disons que quelqu'un a cru en vous, répondit le DRH avec un sourire discret. Ce soir-là, il rentra chez lui, l'esprit en tumulte. Élodie l'attendait sur le canapé, le doudou à la main. « Papa,
Pourquoi tu souris comme ça? Il la serra dans ses bras. Parce qu'il y a encore des jambons, ma chérie. Le lendemain, il voulut remercier Clara, mais elle coupa court, gênée. Vous méritez ce poste, Julien. Ce n'est pas un cadeau, c'est une reconnaissance. Il la regarda longuement. Peut-être. Mais sans vous, personne ne l'aurait vu. Elle baissa les yeux. Vous m'avez appris quelque chose aussi. Que la vraie force n'est pas dans le pouvoir, mais dans la constance. Ils restèrent silencieux un instant, leurs regards se croisant dans un mélange d'émotion et de gratitude. Ce soir-là, en sortant du bâtiment, ils marchèrent côte à côte vers la sortie. Le vent d'automne faisait voler quelques feuilles dorées autour d'eux. Vous savez, dit Julien, Élodie voudrait vous inviter à dîner. Clara sourit, surprise. Moi? Oui. Elle veut vous faire goûter sa fameuse soupe aux pâtes et au fromage. Alors comment refuser? Ce fut le début d'une amitié inattendue, fragile mais sincère. Autour d'une table modeste, entre rires d'enfants et éclats de bonheur simple, Clara découvrit un monde qu'elle croyait perdu. Ce soir-là, en regardant Julien aider sa fille à verser la soupe sans en renverser partout, elle comprit quelque chose. La richesse ne se mesure pas en zéro, mais en sourire qu'on reçoit sans rien acheter. Le lundi suivant, le murmure avait envahi chaque couloir de Moreau Industries. Tu as vu, chuchota une employée près de la machine à café. Madame Moreau dîne avec le concierge et sa fille. C'est ridicule, non, répondit un autre en ricanant. Une PDG avec un homme d'entretien. Clara entendit certains de ces chuchotements sans rien dire. Elle, la femme que rien ne déstabilisait, découvrit pour la première fois la brûlure du regard des autres. Pourtant, elle ne regretta rien. Parce que chaque jeudi soir, elle retrouvait Julien et Élodie dans le petit appartement du quartier de Belleville, où le rire d'une enfant valait plus que n'importe quelle réunion de conseil. Un soir, après le dîner, Élodie lui tendit un dessin. 3 personnages se tenaient par la main, elle, son père et Clara. Au-dessus, en lettres maladroites, ma famille de cœur. Clara sentit sa gorge se serrer. Elle caressa les cheveux de la petite fille, les yeux brillants. C'est le plus beau contrat que j'ai jamais signé, murmura-t-elle. Mais dans l'ombre, tous n'étaient pas prêts à accepter ce changement. Marc Delattre, le directeur financier, observait tout cela avec inquiétude. Ambitieux, il voyait en Clara une barrière entre lui et le pouvoir. Alors, quand il découvrit que Julien Duret, un simple concierge, avait été promu à un poste technique important, il y vit une faille à exploiter. Un matin, il entra dans le bureau de Clara, un dossier à la main. Clara, dit-il avec un ton faussement concerné, je me permets d'attirer votre attention sur une irrégularité. Elle leva les yeux de son ordinateur. Quelle irrégularité? Ce monsieur Duret. Il a été promu sans procédure officielle. Pas de concours, pas d'évaluation. Juste une signature. Clara le fixa calmement. La mienne, je suppose? Oui, répondit Marc avec un sourire froid. Vous comprenez, cela pourrait soulever des questions. Surtout au conseil d'administration. Un long silence suivit. Puis Clara se leva, contourna son bureau et planta son regard dans celui de son directeur financier. Vous savez ce qui soulève des questions, Marc? Je vous écoute. Les gens qui mesurent la valeur d'un être humain uniquement par son titre. Marc pâlit légèrement, mais se reprit. Je ne fais que protéger l'entreprise, Clara. Les apparences comptent. Vous êtes la PDG. Vous dînez avec un employé, vous le promovez. C'est risqué. Ce qui est risqué, Marc, dit-elle doucement, c'est de confondre compassion et faiblesse. Elle reprit son dossier et ajouta sans le regarder. Julien Duret mérite cette place. Et si le conseil souhaite en discuter, je serai ravi de leur expliquer pourquoi. En face, Marc sortit, furieux. Mais il n'avait pas dit son dernier mot. Le soir même, alors que Julien quittait le bâtiment, il trouva une enveloppe glissée dans son casier. Aucune adresse. Juste une feuille à l'intérieur. On sait pour vous et Clara. Faites attention. Le lendemain, Julien alla la voir. Vous avez des ennemis puissants, Madame Moreau. Et maintenant, ils me visent aussi. Clara soupira. Je m'en doutais. Marc Delattre essaie de me déstabiliser. Je ne veux pas que ma fille soit mêlée à tout ça, dit Julien, la voix tremblante. Elle a déjà trop souffert. Clara s'approcha, posant une main sur son bras. Je ne laisserai personne vous nuire, Julien. Ni vous, ni Élodie. Vous m'entendez? Ce soir-là, pour la première fois, elle se rendit chez eux sans chauffeur, sans garde du corps. Elle frappa doucement à la porte, et quand Julien ouvrit, elle était là, en simple manteau beige, un sac de course à la main. J'ai apporté de quoi faire un dîner. Vous cuisinez? Demanda-t-il, surpris. J'apprends, répondit-elle en souriant. Pendant qu'Élodie découpait les légumes, Julien et Clara préparèrent la table ensemble. Entre les gestes simples, il y avait des silences, des regards, et quelque chose de plus fort que tout mot. Quand le repas fut prêt, Clara leva son verre de jus d'orange et dit doucement. À la vraie richesse. Celle qu'on ne peut ni acheter, ni vendre. Julien hocha la tête. À la gratitude, répondit-il.
Et a la chance d'avoir croisé les bonnes personnes au bon moment. Élodie rit, levant son petit verre aussi. Et à la soupe au fromage. Leur éclat de rire remplit la pièce. Pour la première fois depuis des années, Clara sentit qu'elle était exactement à sa place. Pas en haut d'une tour de verre, mais ici, dans la chaleur d'un foyer où rien n'était parfait, mais où tout était vrai. Et pourtant, dehors, la tempête approchait. Car Marc Delattre venait de convoquer une réunion du conseil pour examiner le comportement inapproprié de la directrice générale. La salle du conseil d'administration résonnait d'un murmure feutré. Les 12 membres du comité étaient déjà installés autour de la longue table en chêne verni, leurs dossiers ouverts, leurs regards pleins de curiosité ou de jugement. Au centre, Marc Delattre se tenait debout, un dossier à la main, prêt à frapper. Clara entra, droite, calme, vêtue d'un tailleur sobre. Son expression ne trahissait rien, mais son regard, lui, était déterminé. Elle savait que le moment était venu de choisir entre son image et sa vérité. Madame Moreau, commença Marc avec un ton mielleux, nous sommes ici pour examiner certaines décisions récentes, notamment la nomination d'un certain Julien Duret à un poste de supervision technique. Oui, répondit Clara simplement. C'est moi qui ai signé cette nomination. Un murmure parcourut la salle. Marc sourit comme un prédateur. Un concierge promu sans concours officiel. Certains membres du conseil trouvent cela inquiétant. Il faut bien le dire, votre proximité avec cet employé soulève des questions. Clara croisa les bras. Des questions sur quoi exactement? Sur mes critères de jugement? Ou sur votre vision du mérite? Sur votre impartialité, bien sûr, dit Marc, feignant la neutralité. Vous comprendrez que, pour une société cotée en bourse, les apparences comptent. Clara resta silencieuse un instant. Puis elle se leva lentement et s'avança vers la fenêtre, observant Paris sous la pluie. Les apparences, oui, répondit-elle. Pendant des années, j'ai bâti une entreprise basée sur la perfection des chiffres, sur les contrats, sur la rentabilité. Et vous savez quoi? J'ai oublié les visages derrière ces chiffres. Elle se retourna, ses yeux brillants d'une émotion contenue. Julien Duret n'est pas un simple concierge. C'est un homme qui travaille la nuit pour élever seul sa fille de 7 ans. Il a des compétences techniques exceptionnelles, un sens de la rigueur que beaucoup ici ont perdu. J'ai lu son dossier. J'ai vu son potentiel. Et j'ai vu sa dignité. Marc éclata d'un rire sec. Touchant. Mais les émotions n'ont pas leur place dans les affaires. Vous avez tort, répondit Clara calmement. Ce sont les émotions, la loyauté, la compassion, la justice, qui font tenir les entreprises humaines. Les vôtres, Marc, ne reposent que sur la peur et la manipulation. Marc pâlit. Je vous conseille de rester professionnel, Madame la Présidente. Clara posa un dossier sur la table. Professionnel? Très bien. Voici les résultats du projet pilote mené par Julien Duret ces 2 derniers mois. Réduction de 40% des coûts d'entretien, amélioration du rendement énergétique de nos bâtiments et satisfaction du personnel en hausse. Tout cela grâce à lui et à son équipe. Un murmure d'admiration monta autour de la table. Les membres du conseil échangeaient des regards. Clara reprit. Si reconnaître le talent d'un employé mérite une sanction, alors je suis coupable. Coupable de croire encore que la valeur d'une personne ne dépend pas de sa place sur l'organigramme. Le silence retomba. Puis le président du conseil, un homme d'un certain âge, leva les yeux vers elle. Je crois que nous avons entendu ce qu'il fallait, dit-il d'une voix posée. Les faits parlent d'eux-mêmes. Monsieur Delattre, votre motion de censure est rejetée. Marc resta figé, le visage blême. Clara, elle, respira lentement. Merci, monsieur le président, dit-elle simplement avant de quitter la salle. Quelques jours plus tard, dans le petit parc de Montmartre, les feuilles d'automne tombaient en tourbillons dorés. Julien et Élodie attendaient sur un banc, emmitouflés dans leurs manteaux. Clara arriva, sans chauffeur, un grand sac dans les bras. « Qu'est-ce que c'est » demanda Élodie avec curiosité. Clara sourit. Des croissants chauds et une surprise. Elle sortit une petite boîte rouge. À l'intérieur, un badge en argent. Directeur de la maintenance technique Moreau Industrie. Les yeux de Julien s'écarquillèrent. « Vous êtes sérieuse ?»« Très sérieuse. Vous avez gagné votre place, Julien. Et si quelqu'un veut en douter, il n'aura qu'à venir voir le travail que vous faites. » Élodie battit des mains. « Mon papa est directeur. » Clara rit, le cœur léger. Julien la regarda, ému. « Je ne saurai jamais comment vous remercier. » En continuant d'être vous, répondit-elle doucement. « C'est tout. » Un silence doux s'installa. Le vent jouait avec une mèche de cheveux de Clara. Julien murmura. « Vous savez, avant vous, je pensais que les gens comme moi étaient invisibles. Et moi, avant vous, je pensais que les gens comme moi n'avaient plus rien à apprendre, » confessa-t-elle. Élodie tira la main de Clara. « Vous resterez dîner ?» Clara hésita, puis hocha la tête. « Oui. Ce soir, je ne suis pas PDG. Je suis juste. Clara. » Le soleil couchant baignait la ville d'une lumière dorée.
Julien sourit, et pour la première fois, il ne vit plus la femme de pouvoir, mais une femme simplement humaine, rayonnante d'authenticité. Et là, entre le rire d'une enfant, l'odeur du pain chaud et les battements discrets d'un cœur apaisé, deux mondes qui n'auraient jamais dû se croiser trouvèrent enfin un point d'équilibre. Clara Moreau, la PDG au cœur de pierre, venait de redécouvrir ce que signifiait aimer sans condition. Et Julien Duret, le père célibataire au courage silencieux, venait de lui rappeler la plus simple des vérités. La richesse ne se compte pas, elle se partage.